L'équipe d'Oak Island a découvert quelque chose d'extraordinaire, et étonnamment, cela n'a pas été trouvé là où on s'attendait à le trouver. Il n'a pas émergé des déblais boueux remontés du fond du Monépite, ni n'est apparu dans les échantillons d'eau souterraine qui suggèrent des traces élevées depuis des mois. Au lieu de cela, la découverte est venue de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus inattendu. Au plus profond du Garden Shaft, à plus de 55 pieds sous la surface du bois ancien, enfoui pendant des siècles, a révélé des preuves qui pourraient radicalement changer l'enquête. Le bois altéré conservé sous terre pendant une durée indéterminée a été soumis à une analyse scientifique détaillée, et les résultats ont stupéfié toutes les personnes impliquées. Emma Culligan a personnellement mené l'examen et a déclaré avec confiance que les résultats étaient certains à 100%. Dès l'instant où ces résultats ont été présentés dans la salle de guerre, l'atmosphère a changé instantanément. Des années de théorie semblaient soudain beaucoup plus tangibles, et ce qui n'était autrefois que des spéculations commença à ressembler de plus en plus à des preuves pointant vers quelque chose de caché sous l'île. Eh bien, merci d'avoir apporté la nouvelle. Nous l'apprécions. Ce sont toutes de bonnes nouvelles. Ces simples mots capturaient l'ambiance qui régnait dans la pièce, mais derrière l'excitation se cachait une implication bien plus importante. Si le bois ancien avait absorbé des quantités mesurables d'or sur une si longue période, le métal précieux ne pouvait provenir que d'un endroit proche. Le bois ne peut pas à lui seul générer de l'or. Il ne peut qu'absorber ce que le milieu environnant fournit en permanence, laissant chacun se poser la même question impérieuse. Quelle source cachée libère lentement de l'or sous Oak Island depuis toutes ces années? Chaque lever de soleil sur Oak Island commence par un optimisme renouvelé. Le grondement familier des excavatrices résonne dans le paysage, tandis que les équipes préparent l'équipement avec la détermination tranquille de ceux qui comprennent qu'il ne leur reste qu'à un forage réussi de réécrire l'histoire. L'espoir fait désormais partie de la routine quotidienne, tissée dans chaque mouvement, chaque conversation et chaque fouille soigneusement planifiée. Même après des années de revers, la conviction que la prochaine avancée pourrait être juste sous la surface continue de faire avancer toute l'équipe. Ce matin-là, Brandon Vanderhooft est arrivé au Garden Shaft, au moment même où Rick et Marty Lagina supervisaient l'installation de l'équipement de forage par sonde. Chaque mesure a été vérifiée à plusieurs reprises pour garantir que le forêt était parfaitement aligné avant le début de l'opération. L'objectif de la journée était ambitieux mais soigneusement conçu. Plutôt que de forer plus profondément dans le puits lui-même, l'équipe a prévu d'étudier le sol environnant à travers une série systématique de trous de sonde vers l'extérieur. Le plan prévoyait 12 forages individuels au total. 3 seraient percés à travers chacun des 4 murs du Garden Shaft, s'étendant vers l'extérieur selon des angles soigneusement calculés dans la terre environnante. Chaque pénétration était destinée à fournir des informations précieuses sur ce qui pourrait exister au-delà du revêtement en bois permettant à l'équipe de construire une image souterraine plus complète sans perturber le puits lui-même. Il s'agissait d'un travail lent et méthodique, exigeant de la patience, de la précision et une documentation minutieuse à chaque étape. Pourtant, derrière cette approche méthodique se cache un sentiment d'urgence croissant. Le Garden Shaft, autrefois considéré comme un peu plus qu'une structure vieillissante et largement oublié dans la région de Monépite, était progressivement devenu l'un des endroits les plus intrigants de toute l'île. Pendant des décennies, ce puits de 25 mètres de profondeur avait reçu relativement peu d'attention par rapport à des cibles plus célèbres. De nombreux chercheurs antérieurs le considéraient comme secondaire négligeant son potentiel et concentrant leurs efforts ailleurs. Cette perception a commencé à changer radicalement après de récents tests scientifiques. Les eaux souterraines collectées autour du Garden Shaft ont régulièrement révélé des traces d'or inhabituellement élevées, un résultat suffisamment important pour forcer Rick et Marty à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient sur la région. Même à elle seule, cette découverte aurait justifié une attention renouvelée. Mais des preuves supplémentaires recueillies plus tôt dans la saison ont rendu la situation encore plus convaincante. Lors d'opérations de forage précédentes à proximité du puits, l'équipe a recoupé de manière inattendue un grand vide souterrain d'environ 10 pieds de haut situé à plusieurs pieds au sud-ouest de la structure existante. La découverte a immédiatement déclenché une discussion au sein de la communauté. Marty Lagina a prudemment suggéré que l'espace vide pourrait représenter une chambre décalée
connectés d'une manière ou d'une autre au légendaire système Monépite. Même si personne n'était prêt à tirer des conclusions définitives, cette possibilité a immédiatement accru l'importance du Garden Shaft. L'objectif de la nouvelle campagne de forage allait donc bien au-delà de la simple collecte d'échantillons de sol. En étendant les trous de sonde vers l'extérieur depuis l'intérieur du puits reconstruit, l'équipe espérait déterminer si le mystérieux vide souterrain contenait des preuves le liant directement au réseau Monépite d'origine. Si une telle connexion existait, elle pourrait fournir l'une des preuves physiques les plus solides à ce jour soutenant la théorie de longue date selon laquelle un vaste système d'ingénierie souterraine se cache sous Oak Island. Tout au long de la saison, Dumas Contracting a réalisé les travaux exigeants de restauration du puits du jardin. Avec la reconstruction atteignant en toute sécurité 55 pieds sous la surface, les conditions étaient finalement suffisamment stables pour commencer à forer manuellement à travers les parois du puits elles-mêmes. L'équipement sélectionné pour cette tâche était une foreuse hydraulique robuste spécialement conçue pour pénétrer l'argile dense, les sédiments compactés et la roche solide, tout en maintenant un contrôle directionnel précis. La séquence de forage a suivi un schéma soigneusement organisé dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque mur recevrait 3 forages distincts. Chaque échantillon serait catalogué individuellement, et le sol et les matériaux structurels seraient conservés pour une analyse scientifique ultérieure. Rien ne serait écarté sans examen. Chaque fragment récupéré sous l'île pourrait contenir des informations susceptibles de remodeler l'enquête. Juste avant que la première foreuse n'entre dans le revêtement en bois, Rick Lagina a fait une demande inattendue qui a surpris plusieurs membres de l'équipage. Il leur a demandé non seulement de préserver le sol récupéré de chaque forage, mais également de conserver soigneusement une petite section du revêtement en bois d'origine à chaque fois que le forêt traversait la paroi du puits. La demande a immédiatement suscité des expressions curieuses parmi les travailleurs. « Lorsque vous coupez ce vieux revêtement en bois, j'aimerais un petit morceau de chaque trou », a expliqué Rick. « Je veux que chaque échantillon soit transféré directement au scanner XRF, car nous avons déjà détecté des valeurs d'or inhabituellement élevées dans cette zone. » Son raisonnement était remarquablement simple. Si les eaux souterraines entourant le puits contenaient réellement des traces d'or dissoutes, alors le bois ancien qui était resté immergé dans cet environnement pendant d'innombrables années aurait pu lentement absorber ces particules comme une éponge. Le concept représentait une approche totalement différente des enquêtes précédentes. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur le sol, la pierre ou l'eau, Rick souhaitait déterminer si le bois lui-même était devenu un enregistrement chimique à long terme de tout ce qui s'écoulait dans les eaux souterraines environnantes. Parce que le bois était resté en contact continu avec cette eau pendant des décennies voire des siècles, il pouvait conserver des preuves impossibles à détecter ailleurs. L'analyseur portatif à fluorescence X, communément appelé scanner XRF, était parfaitement adapté à cette tâche. Conçu pour identifier les éléments métalliques présents dans les matériaux archéologiques, les roches et le sol, l'instrument pouvait également détecter les métaux qui s'étaient liés à des substances organiques sur de longues périodes. Si des particules d'or s'étaient progressivement accumulées à l'intérieur du bois ancien, le scanner devrait révéler directement leur présence. C'est exactement le genre de pensée non conventionnelle qui a fait avancer à plusieurs reprises l'enquête d'Oak Island. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des méthodes établies, Rick pensait que chaque matériel disponible devrait être examiné à la recherche d'indices cachés. Parfois, les plus grandes découvertes naissent non pas d'un examen plus approfondi de preuves familières, mais de la pose de questions entièrement nouvelles sur des objets auparavant considérés comme sans importance. Alors que le forage se poursuivait tout au long de la matinée, Rick a personnellement collecté tous les fragments de bois produits par l'opération. Chaque échantillon a été soigneusement étiqueté avant d'être transporté directement au laboratoire d'Emma Culligan. Lorsqu'il a finalement livré la collection, ses instructions étaient brèves mais sans équivoque. Chaque pièce devait faire l'objet d'une analyse détaillée et chaque résultat, aussi petit soit-il, devait être rapporté sans délai. Le lendemain matin, l'atmosphère à l'intérieur de la salle de crise était sensiblement différente avant même le début officiel de la réunion. Les membres de l'équipe sont arrivés plus tôt que d'habitude, les conversations sont restées inhabituellement calmes, et tout le monde a senti que quelque chose d'important était sur le point de se dérouler.
C'était l'équilibre émotionnel familier, vécu d'innombrables fois à Oak Island, l'effort difficile de rester prudent, tout en espérant tranquillement que cela pourrait enfin être l'une des découvertes qu'ils attendaient. Emma Cooligan entra avec les résultats du laboratoire et ne perdit pas de temps en longues présentations. Elle a expliqué qu'elle avait effectué une analyse complète de la surface de l'un des échantillons originaux de bois de charpente récupérés à 55 pieds à l'intérieur du puits de jardin. Le fragment étant relativement petit, elle a pu procéder à un examen exceptionnellement détaillé sur toute sa surface, augmentant ainsi la fiabilité et la cohérence de l'analyse. Puis vint le résultat qui fit taire la pièce. L'or a été positivement identifié dans le bois ancien. Pendant de longs instants, personne ne parla. L'importance de l'annonce s'est progressivement installée dans la pièce, alors que chacun absorbait ce qu'il venait d'entendre. Marty Lagina a finalement rompu le silence en posant la question à laquelle tout le monde voulait répondre. Dans quelle mesure le résultat était-il certain? Emma n'hésita pas une seule seconde. 100%. Sa confiance a immédiatement retenu l'attention de tous. La concentration détectée mesurait environ 0,11%, un chiffre qui, a-t-elle expliqué, représentait bien plus qu'une contamination de fonte aléatoire ou une interférence d'instruments. La lecture était reproductible, vérifiée scientifiquement, et se distinguait clairement du bruit ambiant ordinaire. L'or était devenu chimiquement associé à des matières organiques préservées à l'intérieur de bois anciens enfouis à plus de 50 pieds sous la zone de Monépite. Rick Lagina a écouté attentivement avant de décrire tranquillement la découverte en utilisant 3 mots qui reflétaient parfaitement les émotions de la pièce. Incroyable, fantastique, ahurissant. Empruntant l'expression préférée de Gary Drayton, Rick a admis que les découvertes étaient exactement le genre de résultat capable d'arrêter même le chasseur de trésors le plus expérimenté dans son élan. Des applaudissements ont éclaté dans la salle alors que des années d'investigation patiente semblaient soudainement plus significatives que jamais. Emma a accepté la réaction avec son professionnalisme calme habituel, tandis qu'Alex Lagina s'est immédiatement concentré sur la compréhension de la signification scientifique de la concentration elle-même. Bien que 0,11% puisse paraître numériquement modeste à première vue, Emma a expliqué que dans le cadre de la recherche archéométallurgique, découvrir cette quantité d'or liée à une matière organique ancienne à une telle profondeur représentait un résultat exceptionnellement significatif. On ne pouvait pas simplement l'écarter comme une trace insignifiante. Plus important encore, la découverte a révélé quelque chose sur l'environnement entourant le Garden Shaft. L'or ne migre pas dans les bois anciens par hasard. Sur de longues périodes, les eaux souterraines transportant des particules dissoutes déposent progressivement ces matières dans des structures organiques poreuses. Ce processus nécessite à la fois du temps et une source continue de contamination. En d'autres termes, quelque chose sous Oak Island a apparemment libéré de l'or dans les eaux souterraines environnantes pendant une période prolongée, permettant au bois d'accumuler lentement des quantités mesurables sur d'innombrables années. Les implications s'étendaient bien au-delà d'une seule mesure en laboratoire. Tout au long de la saison, Rick et Marty ont collecté à plusieurs reprises des échantillons d'eau souterraine autour du Garden Shaft, chacun renforçant le modèle de croissance, suggérant des lectures d'or inhabituellement élevées sous cette zone spécifique. Aujourd'hui, pour la première fois, une forme de preuve totalement différente est apparue pour étayer ces observations antérieures. L'eau et le bois racontaient la même histoire. Quelque part très près du Garden Shaft, quelque chose caché sous Oak Island continue de libérer de l'or dans la terre environnante, et cette possibilité a ouvert l'un des chapitres les plus intrigants que la recherche ait connu depuis des années. Ces tests ont produit le signal d'or original, qui a élevé le puits de jardin au rang de cible prioritaire. Le test du bois d'Emma Cooligan est une confirmation indépendante, utilisant un matériau différent et une méthode analytique différente, et il a produit la même réponse. 2 méthodes, 2 matériaux, même résultat. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un modèle pointant directement vers une source. 3 éléments de preuve indépendants convergent désormais vers le même endroit. Les eaux souterraines autour du puits du jardin ont été testées positives pour l'or. La chimie du sol dans la zone a signalé la présence de traces. Aujourd'hui, le bois lui-même s'est révélé positif. Marty Lagina énonce clairement la conclusion. L'équipe pourrait être proche du véritable trésor. Il reste du temps dans la saison et toutes les ressources disponibles seront orientées vers cette zone. Rick Lagina définit clairement les implications plus larges.
La science a toujours été censée être un élément réel de cette recherche, pas seulement l'instinct, pas les détecteurs de métaux et l'intuition, mais les résultats de laboratoires réels, la chimie réelle, la méthodologie réelle. Emma Culligan vient de démontrer à quoi cela ressemble lorsque cela fonctionne, à la recherche du puits 2. Sur une autre section de la propriété, Rick Lagina et l'équipe de forage se sont lancés dans la recherche d'une découverte tout aussi importante, susceptible de redéfinir la géométrie de l'ensemble de la recherche. Shaft 2 est le plus ancien site de recherche connu sur Oak Island. Il a été construit en 1805, 10 ans seulement après que Daniel McGuinness et ses amis ont inauguré la première construction du Money Pit original en 1795. Ces premiers chercheurs ont creusé le puits 2 comme excavation adjacente, tentant d'atteindre le Money Pit par le côté et de contourner le piège d'inondation qui se trouvait en dessous. Leurs efforts n'ont pas abouti, mais le puits qu'ils ont laissé derrière eux est devenu l'une des références fixes les plus précieuses de l'île. Pour Rick et Marty, confirmer l'emplacement exact du puits 2 débloque un calcul. Les mesures historiques reliant Shaft 2 au Money Pit original sont bien documentées. Confirmer le puits et la position du Money Pit cesse d'être une estimation et devient un rayon. Plus tôt dans la saison des forages exploratoires, on semblait localiser un coin du puits et deux structures. L'équipe s'est maintenant déplacée vers des forages supplémentaires, forant selon un schéma systématique pour localiser un deuxième mur et fixer deux côtés confirmés de la structure. Du bois lourd apparaît. Planchers importants, pas de fragments épars, mais un matériau structurel cohérent avec une paroi de puits construite et renforcée. Rick Lagina et l'équipe mesurent les contours émergents par rapport aux archives historiques. Les récits des années 1850 décrivent systématiquement tous les puits de recherche ouverts sur Oak Island comme mesurant 6 pieds sur 12 pieds. La mesure de la structure qu'ils ont mise au jour est de 12 pieds à l'intérieur. 3 sondages distincts ont maintenant pris contact avec ce qui semble être la même structure continue. 2 murs localisés, géométrie correspondant à toutes les descriptions historiques connues du puits 2. Rick Lagina expose les conséquences en termes directs, confirmant le puits 2, puis localisant le tunnel censé en sortir à une profondeur de 110 pieds. Nous avons donc maintenant plusieurs échantillons différents, et nous devons les tester. Et si cela revient dans une fenêtre très étroite, c'est à ce moment-là que les arbres ont été utilisés. Si cela correspond à cette information, alors nous savons avec certitude que nous sommes localisés, puis 2. Cela permettrait à l'équipage d'établir la position exacte du Money Pit, avec une précision qu'aucun chercheur en 225 ans de travail sur cette île n'a jamais atteint. Ce tunnel n'a pas encore été trouvé, mais la confirmation du puits est l'étape qui transforme la recherche du tunnel en une recherche dirigée. La zone vers laquelle pointe le tunnel n'a jamais été fouillée, ni lors d'aucune opération de fouille remontant au XVIIIe siècle. Il s'agit d'un terrain vierge, et l'atteindre est désormais l'objectif le plus important de la propriété. Jack Begley identifie la prochaine étape analytique. Des échantillons dendrochronologiques doivent être prélevés sur le bois du puits pour confirmer scientifiquement la date de construction. Si le bois revient dans une plage de date étroite, conforme à ce que disent les archives historiques à propos du puits, l'identification passe de probable à définitive. Les échantillons de bois sont emballés et envoyés à un laboratoire extérieur. Rick Lagina et Doug Crowell rapportent les données de position au centre de recherche pour mettre à jour le modèle 3D de l'île et épingler les coordonnées du prochain forage. La science revient. La dendrochronologie fonctionne en lisant les cernes de croissance annuelles visibles dans une coupe transversale de bois. Chaque année, un arbre grandit, il forme un anneau. Et la largeur de cet anneau reflète les conditions climatiques de cette année spécifique. Au fil des décennies et des siècles, le modèle cumulatif devient une empreinte biologique que les scientifiques peuvent comparer aux chronologies de référence régionales établies compilées au fil des années de recherche. Effectuer correctement la méthode peut déterminer non seulement l'âge d'un morceau de bois, mais aussi le moment où l'arbre a été coupé dans une fenêtre mesurée en années et non en décennies. Une semaine après l'envoi des échantillons, les résultats arrivent du laboratoire extérieur. Le bois extrait entre 98,5 et 103,5 pieds de profondeur a été daté. Les arbres ont été coupés en 1000,
1796. Jack Begley exécute le calcul immédiatement. Le puits 2, selon les archives historiques documentées d'Oak Island, a été construit en 1805. Le bois abattu en 1796 et utilisé dans un projet de construction souterraine en 1805 représente un intervalle de 9 ans entre la coupe et la construction. J'ai les données de Colin Larocque pour le dendro de la région de Monépite. C'était donc entre 98,5 et 103,5 pieds de profondeur. Mais l'âge qu'il propose est 1796. Exactement conforme à la façon dont les projets d'excavation à grande échelle du XIXe siècle ont obtenu et séché le bois de construction, la date confirme l'identification. Jack Begley expose les implications opérationnelles. Le Monépite se situe désormais dans un rayon de 14 pièces de points fixes confirmés connus. Gary Drayton note ce que 1796 signale dans le contexte plus large de la recherche. Fin des années 1700, le bois est cohérent avec tout ce que Rick et Marty ont théorisé lorsque le Monépite original a été construit et dissimulé pour la première fois. Le calendrier et l'emplacement physique confirmés s'alignent avec le genre de précision qui ne laisse pas beaucoup de place à des interprétations alternatives. Craig Tester l'appelle clairement « ils sont au bon endroit ». Marty Lagina conclut que les données ont désormais gagné. Le Monépite ne peut plus être perdu. Jack Begley détient le numéro de travail 14 pieds, c'est le rayon. Rick Lagina affirme que l'équipe est plus proche du fonctionnement initial qu'à tout autre moment de l'ensemble de la recherche. Le résultat dendrochronologique derrière cette affirmation n'est pas une théorie ou une interprétation. Il s'agit d'une date produite par un laboratoire extérieur qui n'a aucun intérêt dans l'issue de la chasse au trésor d'Oak Island. The Sluice and Shaft 9. Près de la côte sud de l'île, une troisième découverte s'est développée en parallèle. Celui qui relie l'infrastructure souterraine d'inondation de l'île à un site que Rick et Marty ont cherché à localiser tout au long de la saison. Dan Henske étudie le mystère d'Oak Island depuis les années 1970. Il a consacré plus de temps à la documentation historique primaire de cette île que presque n'importe quelle personne vivante, et il soutient depuis des années qu'une écluse en bois, un canal construit par des chercheurs du milieu du XIXe siècle, pour aspirer l'eau de mer dans le système de tunnels souterrains protégeant le Monépite, est toujours physiquement présente près de la rive sud et peut être trouvée avec les bonnes fouilles. Rick Lagina a toujours pris cet argument au sérieux. L'équipage a consacré du matériel et du temps à l'excavation vers laquelle Dan Henske les a indiqués. Ils l'ont trouvée. L'écluse sort de terre dans un état qui arrête l'équipage, protégé par une couche épaisse, et continue d'argile pudelée, une ancienne méthode d'imperméabilisation qui protégeait le bois contre la pourriture. Le bois est presque parfaitement conservé après plus de 150 ans sous terre. Un canal construit avant la guerre civile américaine, toujours intact, toujours fonctionnel, transportant toujours l'eau le long du chemin exact prévu par ses constructeurs. Rick Lagina crédite Dan Henske sans qualification. Ce sont ses seuls conseils qui les ont conduits à cet endroit précis. Sans ces conseils, l'écluse serait toujours enterrée et la connexion au puits 9 resterait théorique. Dan Henske est le sage. Il fait désormais partie de la royauté, si vous voulez, d'Oak Island. C'est grâce à son aide et à sa seule insistance que nous avons découvert l'écluse. Cela contribuera grandement à localiser, espérons-le, l'emplacement du puits 9. Rick Lagina examine la construction de près. Les constructeurs de cette structure savaient exactement ce qu'ils faisaient. L'ingénierie a duré plus de 150 ans. Ce niveau de compétence appliqué sous terre dans les années 1860 témoigne directement de la sophistication de celui qui a initialement construit le système Monépite. Ces mêmes chercheurs essayaient d'atteindre. Le fait que l'écluse transporte toujours de l'eau après un siècle et demi signifie qu'elle n'a jamais été compromise, jamais vidée et jamais découverte par aucune des dizaines de fouilles qui ont ravagé la zone de Monépite depuis. Il est resté là tout le temps, faisant tranquillement son travail, attendant que quelqu'un regarde au bon endroit. L'équipage suit l'écluse vers l'intérieur depuis le rivage, traçant son chemin vers l'intérieur de l'île. La pelle du mât déblaye le sol avec soin et méthode. Le bois apparaît, des poutres transversales émergent. Puis clairement, et sans équivoque, un tunnel horizontal, s'enfonçant directement dans la base de la structure qui se forme devant eux. Puits 9, une fouille de recherche datant de 1863, qui a été une cible pour Rick et Marty tout au long de cette saison.
Le tunnel se connecte au puits exactement comme le décrivent les archives historiques. Il est confirmé que l'écluse et le puits neuf sont des composants du même système d'inondation d'origine. L'eau qui passe par cette écluse depuis plus d'un siècle s'écoule directement dans le puits neuf et du puits neuf vers tout ce qui se trouve au-delà. Scott Clark identifie ce qui se trouve au-delà du mur de terre bloquant l'extrémité de ce tunnel, un sol qui n'a été atteint par aucune des plus de 40 opérations d'excavation majeures menées sur Oak Island au cours des 225 dernières années. C'est complètement inexploré. Rick et Marty n'ont pas seulement confirmé une structure historique, ils ont ouvert un passage physique pointant vers une partie de l'île qu'aucune fouille moderne n'a jamais pénétrée. Rick Lagina se tient au bord du puits révélé et regarde ce que les constructeurs des années 1860 ont laissé derrière eux. Nous avons devant nous un puits qui a été creusé il y a plus d'un siècle et demi. C'est incroyable de rester là et de regarder ce qu'ils ont accompli. Ils ont persévéré, ils se sont engagés, ils voulaient des réponses, nous aussi. Espérons donc que leur travail nous permettra enfin de faire ce qu'ils cherchaient à faire, trouver le gouffre financier, comprendre ce qui s'y trouve, et espérons-le le récupérer. C'étaient des gens qui voulaient les mêmes réponses. Ils ont consacré leurs ressources, leur temps et leur travail pour trouver ces réponses. C'étaient des ingénieurs qualifiés qui connaissaient suffisamment bien l'hydrologie, la construction en bois et l'aménagement du système souterrain pour construire une écluse qui serait encore fonctionnelle 160 ans plus tard. De toute façon, ils sont repartis sans le trésor. Leur tunnel est toujours là, toujours intact, toujours orienté dans une direction que personne n'a encore suivie jusqu'au bout. Rick et Marty Lagina ont l'intention d'être ceux qui le feront. Là où tout pointe. Emma Colligan confirme l'or dans le bois du puits du jardin. Concentration de 0,11% certitude à 100%. Absorbé dans le bois à 55 pieds de profondeur. Jack Begley et le laboratoire extérieur de dendrochronologie confirment le puits numéro 2. Bois daté de 1796. Construction en 1805. Fosse à argent dans un rayon de 14 pieds de point fixe confirmé. Scott Clark et l'équipage du mât confirment le puits 9. Raccordement de l'écluse intacte. Tunnel horizontal vérifié. Terrain totalement inexploré de l'autre côté du mur du fond. La lecture d'Emma Colligan est reproductible. La date dendrochronologique est reproductible. Les dimensions du puits neuf correspondent exactement aux archives historiques. Rick Lagina l'a dit clairement dans la salle de crise. La science devait être une véritable composante de cette recherche. Cette seule semaine l'a prouvé à travers 3 découvertes distinctes, utilisant 3 méthodologies distinctes, toutes convergeant vers le même endroit. Le test du bois d'Emma Colligan est indépendant du test de l'eau, qui est indépendant du résultat dendrochronologie, qui est indépendant de la mesure physique du puits neuf. Chacun est autonome. Ensemble, ils pointent vers le même endroit, avec un poids combiné de preuves que la recherche n'a jamais produit auparavant en une seule semaine. En plus de 2 siècles de recherche, 6 personnes sont mortes à Oak Island. La malédiction stipule que 7 doivent de mourir avant que le trésor puisse être trouvé. 5 groupes distincts de chercheurs ont quitté cette île sans réponse. Et quelque part dans le rayon de 14 pieds dans le sol qui relie le puits du jardin, le puits 2, l'écluse et le puits 9 en un système souterrain cohérent, quelque chose les attendait tous. Rick et Marty Lagina creusent toujours. Les données convergent depuis 3 directions indépendantes. Le rayon autour du gouffre financier est désormais le plus petit qu'il ait jamais été dans toute l'histoire des recherches. Le prochain forage pourrait être celui qui changera tout. Déposez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que l'échantillon de bois d'Emma Colligan est la preuve chimique la plus solide que Oak Island ait jamais produite? La vidéo suivante reprend exactement là où celle-ci se termine.